Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du champ des possibles de SEMAE et de l'opinion au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler de fruits et de légumes. Je reçois Daniel Sauvêtre. Bonjour Daniel Sauvêtre. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le président d'Interfel. Interfel, c'est la grande interprofession de tous les fruits et de tous les légumes français. Donc vous êtes au sommet de cette pyramide des fruits et légumes. Je dis ça parce qu'on a une très très belle tour Eiffel devant votre stand qui est constitué de fruits et légumes. Elle est absolument magnifique. Et on va parler de ce secteur qui est un secteur extrêmement important dans notre alimentation, mais qui est un secteur qui a aussi beaucoup souffert ces dernières années. On va commencer par un petit point qui va peut-être faire un peu peur aux gens qui nous écoutent. Notre souveraineté alimentaire en fruits et légumes, elle s'est beaucoup dégradée ces dernières années. Ça se lit dans notre balance commerciale. Oui, ça se lit dans notre balance commerciale, mais il faut prendre le temps de l'interpréter. Alors, on est là pour ça, ça tombe bien. En 25 ans, les consommateurs français ont marqué une préférence pour ce qui vient d'ailleurs. Ils ont augmenté leur consommation d'agrumes, de fruits exotiques, d'ananas, de bananes, et puis y compris de l'avocat. Donc en fait, on a dans ce match entre la production nationale et la production qui vient d'ailleurs, des opérateurs qui ont, il faut bien le reconnaître, fortement réussi par la logistique, par une puissance assez multinationale. Et finalement, cette offre a réellement séduit la distribution, les consommateurs qui, finalement, au fil du temps, eh bien, là où on importait 20%, eh bien, nous en importons maintenant 50%. On importait 30, on importe 50. On a, grosso modo, en 25 ans, on a 20 points de perte de part de marché pour l'origine France. Alors ça a bien changé la physionomie de notre plateau de fruits et de légumes. Alors là, vous avez porté un bel exemple. Donc il y a plus de choses importées sur notre plateau de fruits et légumes et moins de place pour nos pommes, nos poires, nos... Oui, même si là, quand même, nous avons une corbeille de fruits assez française. Qui est assez française, assez équilibrée, on va dire. Elle traduit bien ce que l'on peut aujourd'hui trouver sur les étals avec une balance entre l'origine France et ce qui vient d'ailleurs assez équilibrée. Et c'est la même chose pour les légumes. Oui, c'est moins vrai pour les légumes. C'est-à-dire que quand on dit 50%, c'est un chiffre tout fruits et légumes. En revanche, pour les fruits, c'est 60% de fruits importés. Pour les légumes, c'est 40%. Et après, on a cet autre chiffre qui essaie de regarder quelle est la situation dès lors qu'on ne tient pas en compte ce qui ne peut pas être produit en France. Là, nous sommes autonomes à près de 79 pour 80%. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'on ait quand même perdu des parts de marché sur des productions qu'on peut réaliser dans notre pays, sur notre territoire, là où on a des concurrences importées, européennes par exemple? Alors après, sur ce qui peut se produire en France, là on est concurrencé par des origines où la compétitivité est meilleure, où le coût de la main-d'œuvre, l'accès à l'eau, le mode d'organisation fait qu'on a eu de la peine à tenir la compétition. Et là, on va peut-être en venir à des facteurs qui sont très franco-français, qui sont européens et qui font que nos arboriculteurs, nos maraîchers ont eu de la peine à relever le défi. Alors, qu'est-ce que c'est ces handicaps qui pénalisent notre production de fruits et de légumes nationaux? J'ai envie de dire que ça peut se traduire en termes d'ambiance. Quand vous êtes arboriculteur et viticulteur, arboriculteur et maraîcher, évidemment, ce qui détermine votre enthousiasme, votre envie de produire, c'est évidemment le sentiment que le marché attend votre production, mais également que vous allez trouver la main-d'œuvre, vous allez trouver l'eau, vous allez trouver de quoi vous protéger contre les maladies ravageurs, de quoi vous protéger contre les aléas climatiques. Et c'est sur ce terrain-là où, au fil du temps, il y a eu un durcissement des réglementations, il y a eu cette idée que finalement on pouvait aller très vite à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Et évidemment, il y a une limite, c'est la compétence et le savoir-faire d'un arboriculteur. On peut très bien avoir un institut de recherche qui dit nous on sait faire, mais quand on est dans la réalité du monde, avec des équilibres économiques à tenir, il faut payer la main-d'œuvre, il faut rembourser son banquier, il faut. Eh bien, d'un seul coup, le match n'est pas le même. Et ce qui peut se faire à l'échelle d'un jardin, dès lors qu'on est dans la compétition avec ce qui vient d'ailleurs, eh bien, là, les choses sont très différentes. Et si on ne dispose pas des mêmes moyens que les autres, eh bien, on perd progressivement de la part de marché. Alors là, on sait, il y a des handicaps qui sont infligés à l'agriculture européenne, mais spécifiquement à l'agriculture française? Oui, parce que longtemps, vous le savez, malgré le choix d'être en Europe sur un marché unique, il y a toujours eu cette tentation française de dire
nous quand même, nous devons être le phare du monde, le phare de l'Europe. Et donc prenons des initiatives, durcissons nos réglementations, les autres suivront. Mais à chaque fois que cette opération a été faite, eh bien, on a mis un coup rapide à la perte de productivité et on a donné un avantage concurrentiel à nos concurrents. Et on est toujours dans ce schéma. Alors, c'est en train de changer. Il faut le reconnaître, puisqu'il y a 2 ans, sur ce même salon, il a été annoncé un plan de souveraineté pour les fruits et légumes. Donc en fait, il a fallu attendre d'être à 50%, ce qui a fait peur, en se disant comment se fait-il? On était autonome à 70%, nous ne sommes plus autonomes qu'à 50%. Il est peut-être temps de se réveiller. Et donc est venu ce plan de souveraineté avec d'un côté des soutiens financiers, de l'autre côté un soutien à la recherche et innovation. Ça fait 2 ans que ce plan est en œuvre. Et donc il produit selon vous des effets sur le terrain et peut-être dans cet état d'esprit que vous évoquiez? Alors il a remis de l'enthousiasme au travers les guichets et les soutiens financiers, puisque finalement en très peu de temps, ces budgets, ces 170 millions d'euros sur 2 ans, ont été très rapidement sollicités. Et alors sollicités, mais pour autant, il faut reconnaître que l'argent n'est pas versé encore à ce jour. Vous savez qu'on a des difficultés depuis la mise en œuvre des politiques, et donc il y a beaucoup d'attentes, puisque cet argent qui aurait dû être totalement versé sur 2024 tarde à être libéré, mais il semblerait que maintenant c'est possible depuis que le budget a été voté. Et alors, il sert à quoi cet argent concrètement? Là, il a réellement donné envie de s'équiper, c'est-à-dire d'investir dans des outils qui permettaient d'améliorer la productivité, de rénover du verger, de se donner les moyens d'être plus pertinent, économiquement plus fort pour relever les défis. Et il y a un autre aspect, évidemment, de ce plan de souveraineté, c'est de dire, nous avons bien le sentiment, nous savons que nous mettons des difficultés pour protéger vos fruits, vos légumes, mais nous allons déployer des efforts de recherche, d'innovation qui vont vous permettre de passer l'obstacle. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, ça n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon, il faut du temps, et on a plutôt vu apparaître de nouveaux parasites, de nouveaux ravageurs. Et donc là, on le sait sur ce salon, ça a été dit avant-hier au président de la République, ça a été dit à la ministre de l'Agriculture, de grâce, accordez-nous les mêmes moyens que nos collègues italiens, nos collègues belges. Si c'est bon pour eux, si c'est autorisé par l'EFSA, de grâce, n'ayons pas cette surenchère qui finalement met en grave difficulté notre filière. Alors justement, vous parliez de la visite du président de la République, vous l'avez vu vous-même sur ce salon, la ministre de l'Agriculture est avec lui. Et alors on a entendu un message assez neuf qui parle à vos oreilles. Il faut produire, il faut que l'agriculture française produise de quoi nourrir les Français et peut-être même un peu plus puisqu'on a même parlé d'exportation. Alors, produire, c'est très bien, on le fera avec nos standards, avec notre savoir-faire et notre qualité, mais quels sont les outils dont vous avez-vous besoin pour pouvoir répondre à cette attente désormais politique de la production? Alors déjà, c'est bien qu'il l'ait dit, puisque vous savez que le message que moi aussi j'ai à l'interprofession des fruits et légumes, c'est dire notre volonté commune, c'est déjà de produire. Produire de la façon la plus agroécologique possible, la plus respectueuse de l'environnement, mais produire. Donc déjà, c'est pas mal de mettre en avant cette ambition. Bon, alors, il y a quelques clés quand même, hein, puisqu'il l'a dit, mais il était près de sa ministre de l'Agriculture, dont vous savez que, bien que Annie Genevard semble être une femme qui parle gentiment, doucement, elle a un discours qui est d'une rigueur, d'une précision et d'une volonté qui surprend ici sur le salon, puisqu'elle a été à l'écoute, elle a analysé quelles étaient les difficultés et elle les a entendues et elle le met tout en œuvre pour aider à ce qu'on résolve ces problèmes. Elle soutient par exemple la proposition de loi du sénateur Duplon qui a été votée au Sénat, qui va bientôt venir début avril à l'Assemblée, et donc elle est déterminée à argumenter, et ça ne va pas être simple, pour que cette loi soit votée. J'ai cru comprendre que le président de la République était très à l'écoute et plusieurs fois auprès des collègues, il a annoncé qu'il y avait cette nouvelle étape qui allait arriver au mois d'avril. Et donc j'ai cru comprendre qu'il soutenait cette orientation, mais qui n'est pas neutre, hein, qui dit j'enlève les entraves que nous nous sommes donnés. Je vous donne les moyens de concourir comme vos collègues en Europe. C'est énorme. Oui. Alors, ça inclut notamment ce sujet extrêmement épineux de l'acétamiprid. Alors, on va rappeler brièvement ce que c'est. C'est une molécule de la famille des nicotinoïdes qui n'a pas totalement le même profil que ses consoeurs qui ont été, elles, interdites ou sont en passe de l'être en Europe. Celle-ci n'a pas ce même profil.
La France l'a interdite par la loi. Ça n'est pas le cas dans les autres pays européens. Elle est validée en Europe jusqu'en 2033 au moins. L'EFSA n'est pas particulièrement inquiète sur cette molécule. L'agriculture française n'y a pas le droit et ça a abîmé beaucoup de nos filières. Alors, est-ce qu'on doit ou pas réintroduire cette molécule dans nos usages de production? Alors, il faut dépassionner totalement ce débat. C'est vrai que dès lors qu'on prononce ce terme néonicotinoïde, vient aussitôt le terme tueur d'abeilles. Et une fois qu'on a dit ça dans les médias, tout le monde s'évanouit en disant « mais que veulent-ils faire, ces affreux paysans ?» Ce n'est pas le cas. Il faut savoir que si l'acétamipride a pu réobtenir par l'EFSA une autorisation de 15 ans, c'est qu'elle répond aux critères qui se sont durcis et qui permettent une homologation. Il faut savoir aussi que l'acétamipride a eu la mention abeille et qu'aujourd'hui, la mention abeille, c'est l'ANSES, un autre agent sanitaire qui la délivre. Voilà, mais on l'a eu, elle ne l'a plus, mais elle l'a. Donc aujourd'hui vient toute une psychose à travers cette réintroduction où chacun donne ses arguments en exacerbant telle ou telle étude qui aurait dit. Moi, je m'en remets, je ne suis pas un scientifique, mais je m'en remets à la sagesse de l'EFSA qui, à ce jour, a donné une autorisation et nous revendiquons pour les producteurs français l'accès aux mêmes moyens que les autres. Et c'est là que va être le débat. Et la loi, en disant non aux néonicotinoïdes, a donc rendu à ce jour impossible l'utilisation de l'acétamipride, mais également est venue cette idée des apparentés. Et il y a un grand débat scientifique pour savoir si le sulfoxaflor c'est un apparenté ou pas. Le juge s'en mêle, ce qui fait que là où dans notre pays on avait choisi de déléguer à une agence le soin d'évaluer et d'autoriser. Là où on avait choisi en Europe de donner à une agence le soin d'autoriser, eh bien, il y a une surenchère politique au doigt mouillé pour dire ce nom est atroce, eh bien, on va aller outre la décision et nous allons interdire. C'est là notre problème qui est gravissime. Le fait d'avoir un arbitraire mal assumé. Et aujourd'hui, donc, il y a débat entre ceux qui disent revenons au socle et d'autres qui disent non, non, vous allez voir, on va mettre suffisamment de moyens, on va vous aider à surmonter l'obstacle. Et il y a des voies autorisées dans la recherche qui nous disent nous, on sait faire. Et alors, est-ce qu'on sait faire? Est-ce que vous avez... Parce que si on peut surmonter l'obstacle, pourquoi pas? Alors, moi, je cite souvent un ami qui s'appelle Jean-Marie Lespinasse, qui est l'auteur d'un magnifique livre qui s'appelle Le jardin naturel. Et ça fait 30 ans qu'il me dit, non, non, pas bio, naturel. C'est-à-dire qu'il a démontré que son jardin pouvait produire des beaux fruits, des beaux légumes, en n'utilisant strictement rien. Parce qu'il complante différentes espèces, il y a un équilibre. Mais évidemment, il ne met pas les fruits sur le marché, il les consomme. Et il enlève la limace qui est dessus, donc on sait que c'est possible. Mais seulement dès lors qu'on demande à un maraîcher, à un arboriculteur de venir sur les étals ici, à Paris, en concurrence avec les multinationales qui nous amènent des magnifiques fruits et des magnifiques avocats d'ailleurs, eh bien le consommateur, il va faire son choix. Et si jamais on ne le séduit pas avec un fruit qui est exempt de défauts, qui n'a pas de verre, oui. Et donc c'est ce qui nous embête un peu quelquefois avec la parole scientifique, c'est qu'elle est habituée à regarder dans un microscope. Dans la vie réelle et du développement durable, on a à la fois l'économique, le social, l'environnemental, et il faut suivre ce chemin des crêtes qui doit tenir l'optimum, l'équilibre optimum en tout cela. Et dans cet équilibre optimum, nous avons besoin de l'acétamipride en ce moment. Et alors, on a aussi un autre moyen de production qui est extrêmement important, sans lequel on ne fait pas de fruits et de légumes, c'est l'eau. Et l'eau, c'est un sujet de polémique et de débat incessant en France. Est-ce qu'on peut finir par en sortir de ce débat et se dire, pour produire, nous avons de l'eau et c'est une évidence? On a de l'eau et c'est une évidence. Pour les agriculteurs... Besoin de l'eau et c'est une évidence. Pour les agriculteurs, l'année 2024 a été tout à fait extraordinaire. On a eu de l'eau, en veux-tu, en voilà, comme jamais, sauf évidemment dans les Pyrénées-Orientales. Et pour un agriculteur que je suis, puisque finalement, si je suis encore agriculteur aujourd'hui, arboriculteur, c'est parce que mes parents, mes grands-parents, eh bien, ont fait ce qu'on appelle des lacs collinaires. Ils ont mis en réserve l'eau qui tombait l'hiver pour l'avoir l'été. C'est l'histoire du monde, c'est le lac de Serponçon, c'est tout ça. Cette évidence qui date depuis la nuit des temps, aujourd'hui, dès lors que l'on dit
que ce pays de cocagne, qui a autant d'eau qui tombe, on veut la réguler de manière à ce que la France reste verte, qu'on ait les moyens l'été d'avoir des plantes qui soient en bonne santé et irriguées, eh bien d'un seul coup, vous avez vu comment... Donc moi j'attends avec impatience qu'il y ait un retournement et que du côté des écologistes, on se dise, bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est nous qui devons porter un grand projet national de régulation de l'eau. On parle de régulation de la finance. Et pourquoi est-ce qu'on ne régulerait pas l'eau qui tombe? C'est une évidence. Donc on n'est pas tout à fait sorti de l'histoire. Il y a des volontés quand même maintenant. Il y a le ministre marocain qui est ici. Ah, regardez, le ministre marocain, de la gestion de l'eau. pays qui a des soucis avec l'eau gigantesques, qui dessale l'eau de mer pour pouvoir nourrir des tomates qui nous arrivent sur les étals. Il a 15 milliards d'euros à investir, à raison d'1 milliard par an pour pouvoir améliorer sa collecte de l'eau pour mettre à disposition non seulement des villes, des habitants, mais également de l'agriculture. Comment imaginer qu'un pays qui est dans de telles difficultés fasse cet effort et que nous, on laisse partir l'eau à la mer et qu'on soit encore en train d'effacer des lacs, en train d'effacer des barrages parce que, paraît-il, ça serait indispensable pour améliorer la qualité de l'eau. Tout ça est absurde, de mon point de vue. Ça nous amène à une autre question qui est absolument cruciale. Vos productions, elles sont frappées, elles aussi, de plein fouet par le changement climatique. Et si on veut produire, il faut aussi pouvoir accompagner, trouver peut-être des nouvelles espèces plus résistantes. Comment est-ce que la puissance publique peut vous aider à produire en vous donnant les moyens de résister ou d'aller avec le changement climatique? Comment on fait? Alors déjà, pour les maraîchers et les arboriculteurs, la volonté de se protéger des aléas climatiques est essentielle. Il faut se protéger du gel, de la chaleur, de la sécheresse, du vent. Donc c'est l'histoire de cette production. Et donc le plan de souveraineté visait là encore à tenir compte de cette aggravation ou de cette multiplication des aléas pour aider à mieux se protéger. Donc c'est toujours en cours et si par chance on obtient à nouveau des budgets, je pense que la profession a la volonté de concentrer les efforts sur l'adaptation au climat et la protection des aléas. Après, il faut savoir que les choses changent en effet, mais c'est permanent depuis. Moi, j'ai eu des gels en 1981, 91. J'ai vu des événements climatiques. Alors aujourd'hui, c'est devenu une antienne. On ne parle que de ça, mais bon, c'est quand même notre lot depuis toujours que d'avoir des aléas climatiques. Alors, tendanciellement, la température augmente. Voilà. Mais le vécu année après année, il est assez constant et il est assez nécessaire pour un arboriculteur, un viticulteur de faire avec et de se protéger autant qu'il peut de tout ce qui va lui tomber sur la figure. Merci beaucoup Daniel Sauvêtre de ce point complet. Je vous sens assez optimiste pour la suite. On a l'impression que quand même des messages sont passés au cours de ce salon de l'agriculture. Au début était le verbe, dit la Bible. Et donc aujourd'hui, on a le verbe. Donc moi j'attends que les actes suivent. Mais en effet, on sent qu'il y a une prise de conscience et une volonté réellement, l'a dit le président, on veut produire de la façon la plus, comme je l'ai dit, la plus développement durable possible, mais produire de grâce. Nous sommes dans un pays de cocagne qui permet de faire des beaux fruits, des beaux légumes que nous devons consommer chaque jour un peu plus. Donc voilà, à l'interprétation des fruits et légumes, nous sommes tous mobilisés pour pouvoir relever ce défi. Merci beaucoup Daniel Sauvêtre. Quant à moi, je vous retrouve demain sur ce même plateau et on parlera de ce qu'on vient d'évoquer avec Daniel Sauvêtre, c'est-à-dire l'agriculture marocaine et qu'est-ce qu'elle peut enseigner à l'agriculture française, notamment dans la gestion de l'eau. Je vous souhaite une très bonne journée sur le salon de l'agriculture et à demain, même endroit et même heure.